tout le monde. Donc ouais, moi je suis Arthur Sanguet. J'ai un doctorat dans tout ce qui touche à l'écologie scientifique, la conservation de la biodiversité, tout ce qui touche aussi au changement climatique, aux espèces, et cetera. En gros, pourquoi la biodiversité disparaît, et cetera. Et je suis aussi passionné de plantes carnivores, évidemment, depuis 25 ans bientôt. Du coup, je suis super content de parler de cette thématique-là parce que bah, c'est un peu la fusion entre ma passion et puis mon travail. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais aborder pas mal de trucs. Je vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, évidemment, parce que c'est des sujets quand même un peu complexes. Mais voilà, je vais essayer de vous donner une espèce de vue un peu générale de tout ce qui se passe et de pourquoi les plantes carnivores sont menacées dans leur milieu naturel et pourquoi spécialement les plantes carnivores, plus que d'autres types de plantes, sont menacées d'extinction, en fait. Voilà, alors du coup, j'ai découpé cette présentation en plusieurs parties. Vous allez les voir là-haut enfin, sur l'écran ici, là. Vous voyez mon petit curseur qui se balade. Et on va commencer par l'introduction. Donc, il existe déjà plein d'études scientifiques sur les menaces qui sont spécifiques à une espèce, donc exactement comment se comporte une espèce dans la nature, si elle est menacée ou pas. Ici, là, ce que je vais vous décrire, c'est vraiment des tendances très générales, c'est-à-dire qu'on va pas forcément rentrer dans le détail de une espèce en particulier ou de un genre en particulier, on va vraiment regarder en gros, donc ça a plein de limites, mais en même temps, ça permet d'avoir ouais, voilà, une espèce de vue générale un petit peu des menaces des plantes carnivores. Et donc pour cette présentation, que d'ailleurs j'ai fait, je vous mettrai le lien un peu plus loin dans la présentation, j'ai fait un article sur mon site internet, en gros ça c'est un espèce de résumé de cet article que j'ai fait sur mon site internet, et que j'ai aussi publié en 2 fois dans les revues de Dionée. Donc si jamais vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir cet article et ces revues de Dionée. Et donc, bref, pour ce travail-là, donc je me suis basé sur 2 articles scientifiques. Le premier, c'est celui-là, donc c'est de Matthew Fitzpatrick et Aaron Ellison, et qui traite en fait de l'exposition des plantes carnivores au changement climatique. Donc ça, je vais vous en parler dans une seconde partie de la présentation. Et en fait, la majorité de cette présentation, elle est basée sur cet article-là qui s'appelle Conservation of Carnivorous Plants at the Edge of Extinction. Ça veut dire bah, la conservation des plantes carnivores à l'âge en gros de la grande extinction parce que certains auteurs scientifiques disent qu'on est en ce moment dans la 6e extinction de masse des espèces puisque bah, la biodiversité est en train de complètement disparaître. Et donc cet article a été publié en 2020 et il est de Adam Cross. Donc on va surtout se baser sur celui-là qui justement qui regarde les menaces des plantes carnivores de manière générale. Mais avant de rentrer dans le détail, on va d'abord voir bah, qu'est-ce que ça veut dire qu'une plante est menacée, qu'est-ce que c'est ces menaces en fait. Donc voilà, ça veut dire quoi une espèce menacée? On entend toujours parler de ça, telles espèces sont menacées, il y a 1 million d'espèces qui sont menacées dans le monde, mais qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai? Il faut savoir que pour dire qu'une plante est menacée ou pas, d'ailleurs, il y a des plantes qui ne sont pas menacées, hein, il faut étudier plusieurs choses. Il faut d'abord étudier la dynamique des populations, c'est-à-dire est-ce qu'on a de plus en plus de populations d'une plante, par exemple, mais ça marche aussi avec un animal ou avec des champignons, hein. Est-ce que, donc, en gros, ces populations sont de plus en plus nombreuses ou pas? Et pour ça, normalement, il faut regarder tous les 10 ans. Donc, tous les 10 ans, on va voir on essaye d'estimer où se situent les populations de plantes ou d'animaux dans le monde. Et puis, s'il y en a plus, bah, c'est bien. Et s'il y en a moins qu'avant, bah, c'est pas très bien, quoi. On regarde aussi l'aire de distribution des plantes, par exemple, ou des animaux, mais on va rester sur les plantes, ça sera plus simple. C'est-à-dire, bah, où est-ce qu'on peut trouver cette espèce-là dans le monde. Donc là, par exemple, on prend une espèce qui n'existe pas, hein, une espèce hypothétique, qui pousserait, on va dire, dans toute l'Europe de l'Ouest. Bon, bah, si elle a une aire de distribution qui est grande comme ça, on peut dire qu'elle a moins de chances d'être menacée. Alors que si elle a une distribution très localisée, comme on voit ici, et très, comme on dit, fragmentée, en divers petits morceaux pas bien connectés, bah là, ça peut être enfin, ça peut être des plantes qui sont plus à risque d'extinction, en fait. Et enfin, on va regarder le nombre d'individus qui composent justement les populations de cette espèce. Donc, c'est-à-dire que si on a plein d'individus, donc plein je sais pas, de Drosera capensis par exemple, bah, c'est bien. Et puis si on en a très peu dans la nature, s'il reste 15, 20, 30, 1000 individus, bah, c'est pas beaucoup et du coup, bah, l'espèce a plus de chances du coup d'être en danger d'extinction.
Voilà, donc tout ça, en fait, on regarde aussi les dynamiques. Ça veut dire que bah, si vous voulez, c'est pas pareil d'étudier si, je sais pas, les éléphants sont menacés ou si les Drosera rotendifolia sont menacés. Parce évidemment, des éléphants, il y en a moins, mais c'est normal. Ça veut pas dire que l'espèce est forcément en danger, etc. Donc tout ça est très compliqué, mais en gros, c'est comme ça qu'on étudie si une plante est menacée ou pas. Et donc, il y a plusieurs niveaux de menaces qui existent. Ces niveaux de menaces, on peut les trouver sur le site de l'Union internationale de la conservation de la nature, l'UICN. Donc, je vous ai mis l'adresse ici en anglais. Donc, en gros, vous allez sur le site, là, vous pouvez taper le nom de votre plante et puis vous voyez du coup son niveau de menace. Et donc, c'est eux qui ont créé un petit peu une espèce de classification des menaces des espèces. Et donc, je vais vous la présenter rapidement ici. D'abord, et c'est important de commencer par ça, il y a quand même beaucoup d'espèces pour lesquelles on n'a pas de données. On a ce qu'on appelle des données manquantes, donc ça c'est DD. Ou alors on a des données, mais ça n'a pas été évalué, donc ça c'est NE pour non évalué en gros. Et ça, le problème, c'est que ça représente quand même un bon nombre d'espèces parce que c'est pas toujours facile d'aller étudier sur le long terme toutes les populations de toutes les espèces en même temps. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces pour lesquelles, en fait, on sait juste pas du tout si elles sont menacées ou pas. Pour les espèces qu'on a étudiées, on a ensuite une classification, et la première, c'est préoccupation mineure, ou en anglais, c'est LC pour Least Concern, et en gros, ça, c'est des espèces qui vont plutôt bien. Donc, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'individus, les populations se portent bien, la distribution est plutôt grande et stable, et puis voilà quoi, soit la distribution augmente, ou soit elle diminue, mais assez peu. Enfin bon, voilà, c'est des plantes en gros qui sont en bonne santé à l'échelle globale, quoi. Donc, vous voyez, on a peu de probabilités d'extinction à court terme. Et plus on va aller vers la droite, là, plus on va avoir des probabilités d'extinction à court terme. Ensuite, on a la catégorie quasi menacée. Donc en anglais, c'est NT pour Near Threatened. Et cette catégorie, elle est un peu fourre-tout. En gros, c'est des espèces qui sont pas encore considérées comme vraiment menacées d'extinction parce qu'elles vont pas. Enfin, les personnes qui les étudient pensent pas qu'elles vont s'éteindre là dans un futur proche. Par contre, la dynamique est pas bonne. C'est-à-dire que bah il y a de moins en moins d'individus, il y a quand même de moins en moins de population. Donc la distribution est un peu plus fragmentée, morcelée, etc. Donc en gros, la dynamique est pas bonne. Et si ça continue comme ça, la plante ou l'animal ou peu importe va être menacée dans les années à venir. Ensuite, on a la catégorie vulnérable où là, on a pour la première fois dans cette classification un réel risque d'extinction à court ou moyen terme. Ça veut dire en quelques dizaines d'années. Donc là, c'est clairement que la dynamique est pas bonne du tout, les milieux naturels sont pas en bonne santé, il y a de moins en moins d'individus et donc bah, l'espèce est vraiment menacée d'extinction. Ensuite, on a en danger d'extinction. D'ailleurs, vulnérable, là c'est VU, c'est pas NT, je me suis trompé. On a en danger d'extinction, où là, le danger d'extinction, ça porte bien son nom, il est vraiment réel, et à moyen ou court terme, ça veut dire que dans les années qui viennent, ou dans la dizaine d'années qui arrivent, l'espèce peut s'éteindre parce qu'il n'y a plus beaucoup d'individus, il y a très peu de population, et l'habitat naturel va très mal, en gros. On a en danger critique d'extinction, où là, il faut vraiment prendre des mesures d'urgence très rapidement, parce que sinon, dans les mois ou les années à venir, l'espèce peut disparaître de la nature. Et donc ces trois dernières classes que je vous ai présentées, là, ce sont les espèces qui sont dites menacées. Voilà, parce qu'elles sont réellement menacées d'extinction à court ou moyen terme dans la nature. Et enfin, il y a une dernière catégorie qui est la catégorie éteinte. Donc il y a EW pour Extinct in Wild, donc en gros éteinte dans la nature, ou EX pour éteinte en gros de partout quoi. Donc ça veut dire que c'est des espèces qui n'existent plus dans la nature, qui n'existent plus en cultivation. Je ne sais pas, vous pouvez penser au dodo par exemple ou ce genre de choses-là. C'est des espèces qui ont complètement disparu de la planète et qu'on retrouve nulle part. Alors que EW, c'est des espèces qui ont disparu dans la nature mais qu'on a gardées, je ne sais pas, dans des conservatoires botaniques, en collection, dans des zoos ou peu importe. Donc maintenant que vous êtes des professionnels de ces niveaux de menace, il faut savoir qu'ils existent à plusieurs échelles. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais en gros, si vous allez sur le site de l'IUCN ici, vous allez avoir l'échelle globale. Et si vous voulez une échelle plus locale en France ou dans votre département ou votre région, il faut aller sur le site de l'INPN que vous trouvez ici. Et je vais vous montrer un exemple tout de suite. Par exemple, si on cherche Drosera rotendifolia,
qu'on regarde en haut, on voit que c'est une espèce qui a été du coup, évaluée, donc qui a été étudiée. Elle est protégée, mais vous voyez à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale, elle n'est pas menacée d'extinction. LC, c'est préoccupation mineure, donc ça veut dire que les populations vont globalement bien. Et SNIEF, ça veut dire que c'est une espèce qui permet de déterminer un certain type d'habitat, donc par exemple les tourbières. Ça veut dire que si vous trouvez des Drosera rotanifolia, vous savez que vous êtes dans une tourbière. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est que bah déjà, donc ça existe à plusieurs échelles, mais surtout, c'est pas parce qu'une espèce est en bonne santé qu'elle n'est pas protégée à l'échelle française ou mondiale. Maintenant, si on regarde dans le site de l'INPN, on peut voir que ça a été évalué dans les territoires, enfin que Drosera rotendifolia est présente dans les territoires, les dom-tom en gros français. Donc on sait qu'elle est présente, par contre, elle n'a pas été évaluée. Vous voyez, NE, donc bah, on ne sait pas comment cette espèce va dans les dom-tom. Et en France métropolitaine, elle est présente et elle est là aussi pas menacée d'extinction. Maintenant, on peut aller voir encore plus dans le détail et puis là, si vous regardez par région, par exemple, bah, vous voyez qu'en Auvergne, et ben, elle est quand même quasiment menacée. C'est pareil en Rhône-Alpes et si vous regardez en Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle est en danger, elle est, vulnérable en Île-de-France et cetera. Donc c'est pas parce qu'une, plante va bien à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale qu'elle peut pas être en train de disparaître de votre région et du coup, ça veut pas dire que, c'est une bonne chose d'aller la ramasser dans la nature, par exemple. OK, si c'est bon pour vous, là, on va attaquer le gros morceau de la présentation parce qu'on va parler maintenant, du coup, des menaces des plantes carnivores. Donc pour cette partie-là, je vais me baser surtout sur cet article-là dont je vous ai parlé au tout début et en gros, pour vous résumer ce qu'ils ont fait dans l'article, c'est une espèce de revue, de plusieurs articles scientifiques sur les plantes carnivores et leurs menaces associées. Donc les auteurs, ils ont lu plein, plein, plein d'articles et puis ils ont aussi plein de connaissances évidemment parce que c'est un peu des professionnels de ça. Et ils sont allés chercher le statut de menace des plantes carnivores sur le site de l'UICN que je vous ai présenté juste avant. Et puis ils ont fait une espèce de compilation de ce qu'ils ont trouvé. Et ils ont fait ensuite toute une partie de discussion autour des menaces qui ont été relevées par les auteurs, parce qu'il y a des choses bah, qui ne sont pas prouvées avec des chiffres ou pas directement étudiées, mais que les gens ont observé sur le terrain, et c'est aussi vachement important de discuter de toutes ces choses-là, quoi. Donc le résultat principal de cette analyse, c'est celui-là. Donc là, on a toutes les plantes carnivores qui ont été étudiées, pour lesquelles ils avaient des données. Ce que vous voyez en vert, donc ça c'est le nombre d'espèces, hein, 860 espèces qui ont été étudiées. En vert, c'est les espèces qui sont pas menacées. Donc il y en a, on va dire, entre 2 tiers et 3 quarts, quoi. Et en jaune, orange, rouge, ce sont les espèces qui sont menacées. En jaune, c'est vulnérable. Ici, c'est en danger. Et ici, c'est en danger critique d'extinction. Du coup, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a quand même un bon quart des plantes carnivores qui sont directement menacées d'extinction à court ou moyen terme dans la nature. Et aussi, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'on a quand même 11% des espèces pour lesquelles on n'a pas de données en fait, hein, donc ça n'a pas été évalué. Et ça représente quand même 100 espèces, hein, quasiment. Maintenant, donc ça c'est le résultat en général, mais si on va regarder dans les genres, eh ben, on voit qu'il y a quand même pas mal d'inégalités. Si on regarde les Drosera par exemple, bon, bah, ça colle plutôt bien avec le diagramme qu'on a ici global, où on a à peu près trois quarts des espèces qui sont pas menacées et un quart des espèces menacées. Mais si on regarde les Philcoxia, bah, ça va quand même pas bien du tout. Elles sont toutes en danger critique d'extinction dans la nature. Les Sarracenia, on est quand même à un bon tiers qui est en danger critique d'extinction. Les Biblis, pareil. Les Pinguicula, c'est la moitié des espèces qui sont en danger. Les Nepenthes, c'est un bon tiers aussi. Donc voilà, il y a des inégalités assez importantes entre les genres. Et les auteurs, ils ont aussi regardé du coup où est-ce qu'on trouvait ces espèces. Et puis ils ont essayé du coup de regarder quelles étaient les zones de la planète qui mettaient en fait le plus en danger les plantes carnivores. Et ils ont trouvé que c'était le Brésil, l'Indonésie et les Philippines qui sont donc les pays les plus à risque. Donc vous voyez, si on regarde en fait les résultats vraiment généraux comme ça, on a l'impression que ça va bien, mais sur les 860 espèces de plantes carnivores, on en a quand même 250 qui sont des Utricularia et 250 qui sont des Drosera, qui sont des genres qui, par rapport aux autres, vont plutôt bien. Donc il faut faire un petit peu attention à ces résultats généraux comme ça.
Juste une petite critique encore de ces résultats. On a quand même ici une sous-estimation des menaces pour plusieurs raisons. Comme je vous ai dit, il y a déjà 11% des espèces qui ont pas, enfin pour lesquelles on n'a pas de données vraiment pour savoir si elles sont menacées ou pas. Et du coup, bah, ça peut quand même, bah, ça fait 100 espèces en plus, quoi. L'étude prend en compte uniquement les espèces qui ont été décrites, évaluées, et ne prend pas en compte tout ce qui est sous-espèces, variétés, formes, ni les dernières espèces qui ont été décrites, etc. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et puis, on n'a pas une prise en compte là dans cette méta-analyse de l'état des habitats, etc. en fait, hein. Ça, c'est des choses qui sont prises en compte pour chacune des espèces, mais pas qui est regardée à l'échelle globale. Donc on a l'impression que tout va bien, mais les auteurs donnent quand même quelques exemples de choses qui vont pas forcément très bien. Et ils disent par exemple dans la discussion que Drosera aureopodion, donc un Drosera pygmée australien, qui a un habitat naturel qui fait plus que 25 mètres carrés, donc au moment où les auteurs ont publié leur analyse, hein. Donc 25 mètres carrés, ça fait 5 mètres par 5 mètres, hein, donc c'est quand même pas terrible. Attendez, je vais enlever mon chat qui est en train de tout casser. Donc 25 mètres carrés, c'est quand même pas terrible d'un habitat naturel. Donc ça, c'était en 2020. Ensuite, les auteurs disent que Drosera leioblastus, qui est aussi un Drosera pygmée australien, n'avait plus que 7 individus à l'état sauvage en 2020. Donc c'est très peu, hein, 7 individus, surtout vu la taille et le mode de vie de ces plantes-là. Et Drosera allanthostigma, qui est aussi un pygmée, serait maintenant éteint à cause des sécheresses. C'est-à-dire que quand les auteurs y sont allés sur le terrain en 2020, je crois, ou 2019, eh ben, ils n'ont pas retrouvé la plante dans le seul endroit où elle était connue pour pousser, donc elle est considérée comme éteinte. Alors, il faut savoir que normalement, une espèce est considérée comme éteinte si elle n'a pas été retrouvée pendant 10 ans dans son habitat naturel. Donc là, elle n'est pas encore officiellement éteinte, mais bon, elle n'a pas encore été retrouvée, quoi. Donc ça veut dire que ça va pas bien. Donc les auteurs, ils ont listé maintenant bah, quelles étaient aussi les menaces du coup qui pèsent sur ces plantes carnivores, parce qu'on a vu qu'elles étaient menacées, etc., où elles étaient menacées, et du coup ils ont fait une espèce de liste, et ils ont trouvé qu'il y avait, je crois, 9, 3, 6, non un peu plus que ça, 3, 6, 9, 10, 11 menaces qui pèsaient sur les plantes carnivores. Et donc, c'est celle que je vous affiche ici. On a d'abord l'augmentation des zones urbaines, c'est-à-dire bah, quand vous détruisez un habitat naturel pour y mettre un lotissement ou un parking de supermarché. On a l'agriculture, c'est là aussi si vous détruisez un habitat naturel pour y faire pousser des plantes, pour manger ou pour donner à manger à des animaux. L'extraction de ressources, donc ça peut être des mines, des choses comme ça. On a les transports, c'est si vous faites passer une autoroute au milieu d'un milieu naturel, par exemple. On a l'exploitation directe, ça peut être l'exploitation de la tourbe, par exemple, dans les tourbières ou de la sphaigne. On a les perturbations humaines directes. Ça, c'est bah, typiquement le braconnage, en fait, hein, donc le fait d'aller chercher des plantes dans leur milieu naturel, qui est une perturbation humaine directe. On a la modification des écosystèmes, donc ça peut être, je sais pas, l'assèchement par exemple des zones humides pour X ou Y raison, on y reviendra. L'introduction d'espèces envahissantes qui ont tendance à remplacer les espèces locales. Si vous voulez, on pourra en reparler plus longtemps aussi parce que c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est un vrai problème pour la biodiversité. On a la pollution, toutes les formes de pollution, hein, que ce soit les pesticides, les herbicides, les engrais, je sais pas, les médicaments, n'importe quoi, toutes les formes de pollution. La géologie, alors là, c'est les glissements de terrain ou les éboulements, et puis le changement climatique, évidemment. Et donc, ce que je vais vous faire remarquer ici, c'est que parmi toutes les menaces qui pèsent sur les plantes carnivores dans leur milieu naturel, il n'y a que la menace géologie qui est la seule menace naturelle et toutes les autres, ce sont des menaces qui sont en fait induites par l'homme, quoi, par l'humain. Et donc les auteurs, pour chacune des espèces, peut-être pas chacune des espèces, mais chacun des genres, je crois, ils ont fait une liste des menaces bah, qui pesaient sur ces genres-là. Et par exemple, pour la Dionée, on a, je crois, 8 menaces sur 11, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 8 menaces sur 11 qui pèsent sur la Dionée, quoi. Donc, à part l'extraction de ressources, les espèces envahissantes et la géologie, et ben, en fait, tout le reste, ce sont des vraies menaces pour la survie de la Dionée en milieu naturel. Alors, même si je crois que la Dionée est, je crois, en ce moment
dans la catégorie préoccupation mineure parce qu'elle a été beaucoup protégée, parce qu'elle a été énormément ramassée et tout. Mais voilà, c'est pas parce qu'une espèce est en bonne santé qu'elle n'est pas menacée dans son habitat naturel par certaines choses. Et donc, si on regarde maintenant l'ensemble des plantes carnivores, les menaces les plus importantes, c'est l'agriculture, les perturbations humaines directes et le changement climatique. Alors, je vais vous présenter rapidement ces trois grandes menaces et qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et juste, je ne vais pas parler uniquement de l'agriculture parce que l'agriculture, ça fait partie d'une même grande catégorie de menaces qui est la destruction d'habitats naturels. Et en gros, la destruction d'habitats naturels, ça inclut aussi l'augmentation des zones urbaines, le transport et d'autres choses comme ça. Parce que c'est pas l'agriculture en tant que telle qui pose problème, hein, c'est aussi, enfin c'est surtout le fait qu'on va détruire des habitats pour y faire pousser des trucs. Donc la destruction d'habitats, c'est la menace numéro une pour les plantes carnivores, mais en fait c'est aussi la menace numéro une pour toute la biodiversité. Et la destruction d'habitat, bah, c'est, voilà, comme je vous ai dit, hein, quand vous détruisez un habitat naturel pour en faire autre chose. Et évidemment, bah, toutes les espèces qui vivaient à cet endroit-là avant bah, disparaissent ou doivent migrer et doivent bouger. Et généralement, du coup, cette destruction d'habitat, elle s'accompagne évidemment d'intérêts économiques derrière, parce que si on détruit des habitats naturels et qu'on y met un supermarché, bah, c'est parce qu'on va vendre des trucs et générer de l'argent. Du coup, la destruction d'habitat, ça inclut la déforestation pour l'agriculture, plus que n'importe quoi d'autre, les assèchements de zones humides, on va y revenir un peu plus tard, l'augmentation des zones urbaines et bah, la création d'infrastructures. Et donc, juste pour vous donner un petit aperçu de ce que ça veut dire en fait la déforestation pour l'agriculture, ça, c'est des images satellites que vous pouvez aller voir vous-même hein, au Brésil. Je crois que c'est dans le sud-ouest du Brésil, dans l'état de Rondônia, ici, que vous voyez. Et donc, ce que vous voyez en vert foncé, là, c'est de la forêt hein, primaire amazonienne, donc hyper riche en espèces. Et puis, tout ce que vous voyez ici en train de se faire grignoter en vert clair, c'est des cultures, c'est des champs agricoles. Et j'attire juste votre attention, je ne sais pas si on voit sur le live, mais l'échelle ici, ça, là, ça fait 30 km. Donc en gros, là, on est à 30, 60, allez, 100 km. On est à 200, 250 km de large et 200 km de haut. Donc vous pouvez en gros mettre, je sais pas, Lyon en haut, Montpellier en bas et Nice de l'autre côté, quoi. Pour vous donner, ça fait à peu près le quart sud-est de la France, quoi. Pour vous donner un aperçu de l'ampleur de la déforestation qui est en cours, en tout cas en Amérique du Sud. Et donc là, bah, toutes les espèces qui vivent là, évidemment, elles doivent, enfin, elles disparaissent, quoi. Alors c'est pas que le cas en Amérique du Sud. Là, vous avez l'île de Sumatra et l'île de Bornéo. Alors c'est tiré d'articles scientifiques, mais j'ai plus les références, j'aurais dû vous les mettre. Mais vous pouvez les retrouver assez facilement sur internet. En gros, ce qui est vert, bah, c'est la forêt, et puis, bah, ce qui est pas vert, c'est plus la forêt et donc on voit qu'entre 1950 et 2020, la forêt de Bornéo, bah, elle a réduit de, je sais pas, des 3 quarts, quoi et c'est à peu près pareil pour, Sumatra. Donc ça, c'est pour la déforestation, mais on a nous aussi, enfin c'est pas que, je veux dire, dans les forêts tropicales. Là, par exemple, vous avez un paysage encore magnifique pris avec Google Maps. C'est dans l'Illinois aux États-Unis. Vous savez, c'est dans les grandes plaines agricoles des États-Unis, là à peu près au milieu des États-Unis. Et alors pareil, je sais pas si on va voir sur le live, mais on a l'impression qu'il y a des carrés ici et plein de plus petits carrés à l'intérieur et tout est très 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 quadrillé. Et en fait, bah, ça c'est parce que enfin, ce sont que des champs agricoles, quoi. C'est que des champs. Et en fait, le quadrillage, là, c'est les routes pour transporter les marchandises. Et les petites taches que vous voyez comme ça, bah, c'est chaque petite ville qui est à l'intersection d'une route et qui se fabrique un petit peu comme ça pour échanger des marchandises. Et puis on a à deux, trois endroits des villes un peu plus grandes. Donc là, là-dedans, il faut bien comprendre qu'il y a rien de vivant, hein. Enfin, il y a rien de vivant, il y a rien de naturel là-dedans, hein. C'est que des champs, des pesticides, des engrais, des machines, des trucs comme ça. Et là, encore une fois, j'attire votre attention. Alors, je sais pas si on le verra sur le live, mais faites-moi confiance aveuglément. Ici, là, ce que je montre à peu près ici, là, ça fait 50 kilomètres. Donc là encore, on est à 50, 100, 200, 250, peut-être même 300 kilomètres de large pour 250, 300 kilomètres de haut. Donc c'est encore plus grand que le truc de déforestation que je vous ai montré avant. Ou à peu près la même échelle, quoi. Voilà, donc là-dedans, dans un territoire qui fait la taille du quart sud-est de la France métropolitaine, bah, il y a rien de vivant, il y a rien de naturel, quoi. Et ça pose évidemment des problèmes aussi avec l'usage des pesticides, patati patata. Mais là, c'est juste pour vous donner un peu un aperçu de la destruction d'habitat, ce que ça veut dire en vrai, quoi.
Du coup, les conséquences concrètes de tout ça, c'est par exemple, ça. Alors là, on a Biblis gigantea qu'on voit un petit peu ici au milieu, là, on en voit 2 ou 3, qui est aujourd'hui en danger critique d'extinction. Donc en gros, si c'est pas déjà éteint, depuis le moment de l'étude, il va s'éteindre dans les années enfin, qui arrivent si on ne prend pas des mesures très, 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 strictes. Et donc ça, c'est une photo qui date de 1994, qui a été prise par Serge Lavessière, qui m'avait donné son accord pour l'utiliser pour, l'article que j'avais fait pour Dionée et pour mon site. Et en gros, bah, cette zone-là où il a pris en photo cette, plante, c'est maintenant une zone d'activité urbaine, donc voilà, c'est un parking de supermarché, quoi. Donc évidemment, la plante a disparu. Et les auteurs ont aussi plusieurs exemples comme ça. Donc sur cette figure, vous avez en gros plusieurs photos avec un avant à gauche et un après à droite. Et la petite croix, c'est la localisation de certaines plantes carnivores avant du coup et après. Et donc on voit ici, bah, en 2010, il y avait Triphyophyllum peltatum qui poussait dans cette petite forêt qui était là en 2010. Et puis maintenant en 2020, bah, c'est un bâtiment, donc on sait que la plante a disparu d'ici. Là, c'est Nepenthes bocorensis. Là, c'était son milieu naturel avant, après. Donc là, j'ai l'impression que c'est une mine, donc bah, disparue aussi de cet endroit-là. Biblis gigantea. Alors, je ne sais pas si c'est le même endroit que où avait pris Serge sa photo juste avant. Mais voilà, on voyait déjà que la plante, elle survivait dans des petits patchs un peu, comme on dit, semi-naturels au milieu des habitations en 2003. Puis en 2018, bon, bah, c'est fini, quoi. Et pareil pour Drosera schwackei qu'on voit ici, qui est en danger d'extinction aussi. Donc ça, c'était pour la destruction d'habitat. Vous hésitez pas hein, si vous avez des questions parce que sinon je vais enchaîner à toute vitesse. Ou sinon gardez-les pour après, mais on peut en parler encore pendant des heures si vous n'avez pas bien compris quelque chose. Euh, Ensuite, du coup, les perturbations humaines directes, c'est surtout le braconnage, comme je vous avais dit. Et les auteurs estiment que le braconnage, ça impacte 10% des espèces de plantes carnivores, et en particulier les Sarracenia et les Nepenthes. Alors on va en parler un peu plus loin, mais là typiquement on a une photo de bah, une plante qui a été récupérée dans son milieu naturel. Voilà. Et oui, évidemment, les Sarracenia et les Nepenthes, parce que ça coûte très cher à revendre quand on a des plantes un peu spéciales. Juste pour faire un petit point sur la France, là, parce que là, je vous ai présenté des trucs qui se passent en forêt tropicale, aux États-Unis, en Australie, etc. Mais on n'a pas parlé de la France. Et ben, dans cet article-là, les auteurs citent quand même quelques exemples de choses qui se passent en France, ou au moins dans les Alpes, quoi. Par exemple, en France, on a des preuves directes que la construction de routes ou de pistes de ski en montagne, donc, est directement responsable de l'extinction de populations de plusieurs espèces de pinguicula. Et puis, il semblerait quand même que l'eutrophisation et la pollution des cours d'eau soient à l'origine de la disparition de la fameuse plante aquatique qui était présente en France il y a un demi-siècle, Aldrovanda vesiculosa. Alors, l'eutrophisation, c'est quand les engrais de l'agriculture intensive, là, qui sont utilisés à fond dans les champs de monoculture, bah, finissent par ruisseler dans les cours d'eau et puis après aller dans les mares, etc. Et du coup, ça change complètement la chimie du milieu parce que bah, vous apportez plein, plein, plein de nutriments en fait dans un milieu qui est censé être plutôt pauvre. Et vous savez que les plantes carnivores, ils n'aiment pas les nutriments. Et même si elles aimaient ça, de toute façon, ça change tellement toute la composition de l'écosystème que c'est impossible. Et les pollutions, c'est pareil. Et beaucoup de plantes aquatiques sont très, très, très sensibles. Et beaucoup même d'espèces aquatiques hein, sont très sensibles à la qualité de l'eau. Et donc, si elle est très polluée, si elle est trop riche en engrais, etc., bah forcément, elles vont disparaître, quoi. Et vous vous rappelez donc que la troisième grande menace, c'était le changement climatique. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le changement climatique. Ça mériterait presque une conférence à part entière de bien comprendre de quoi il s'agit et tout, parce que c'est pas toujours bien expliqué, c'est pas toujours bien médiatisé. Et si ça vous intéresse, un jour, je pourrais vous en faire une. Euh, mais là, on va partir du principe que enfin, je vais pas du tout vous prouver que le changement climatique, ça existe, hein. On part du principe que ça existe. Et d'ailleurs, on part de plusieurs principes. On part du principe que la température augmente, donc ça c'est un fait, que les précipitations changent. Alors ça ne veut pas dire, on entend beaucoup parler de sécheresse, mais à l'échelle globale, il ne va pas forcément y avoir de la sécheresse partout. Par contre, les régimes de précipitation vont changer à peu près partout.
C'est-à-dire la quantité d'eau qui va tomber dans l'année va changer. Donc soit il va pleuvoir plus, soit il va pleuvoir moins. Mais c'est aussi la fréquence qui va changer. C'est-à-dire que s'il pleut autant en un orage et que le reste de l'année c'est de la sécheresse, c'est pas du tout pareil pour les plantes que s'il pleut du crachin un petit peu tous les jours. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais bref, en gros, les températures, les précipitations vont changer. Il faut savoir aussi que le changement climatique est pas responsable, ou vraiment en partie, quoi, très peu responsable de l'extinction actuelle de la biodiversité, puisque bah, en fait c'est très récent le changement climatique. Ça fait une décennie, 2 décennies, on va dire que vraiment on commence à sentir ses effets. Et donc, c'est pas responsable de l'état de la biodiversité. Donc, en fait, c'est considéré par un peu tout le monde comme une menace supplémentaire pour des espèces qui sont déjà très en danger, très fragilisées, et des habitats qui sont déjà en très mauvaise santé, en fait. Donc, c'est surtout pour ça que c'est un peu effrayant, en fait, hein. Parce que tout va déjà plutôt mal, et en fait, ça va être une espèce de truc, de coup de marteau supplémentaire, et ça va être vraiment dur, quoi. Et donc, vu que la température va augmenter et que les précipitations vont changer, eh ben, la distribution des plantes va évoluer. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre le principe de niche climatique. C'est en gros la zone climatique de confort pour chaque espèce. Donc, en gros, on prend une espèce qui n'existe pas, hein, on va dire qui pousse un peu autour de la Méditerranée, là, comme ça, dans la partie bleue, là, ça c'est son climat, sa zone climatique de confort. Donc en gros, si elle est au-dessus, il fait trop froid, elle aime pas. Si elle est en dessous, il fait trop chaud, elle aime pas. Donc c'est en gros, là, c'est son climat favori. Mais c'est pas parce que le climat est bon pour une espèce qu'on va forcément la trouver partout. Typiquement, en France, on a plein d'espèces de plantes carnivores. Je pense pas que vous en ayez dans votre jardin, parce qu'il manque une autre chose, il manque les habitats. Donc le climat, c'est pas l'unique paramètre qui explique la présence ou non d'une espèce. Une fois qu'on est dans la zone climatique comme ça de confort, il faut aller regarder du coup les habitats qui sont favorables au développement d'une espèce. Par exemple, les tourbières. On va dire que chaque point jaune là, c'est ou une zone humide, on va dire. Mais dans toutes les zones humides de, je sais pas, d'Europe ou de cette zone-là, ici, de cette zone climatique, on n'a pas toutes les plantes carnivores qui sont trouvables dans toutes les tourbières de France ou d'Europe, alors qu'elles pourraient. Donc en fait, après, il y a encore d'autres mécanismes qui rentrent en compte. Il y a une part un peu d'aléatoire. Il faut que l'espèce puisse s'installer, il faut que les graines puissent arriver, il faut qu'il y ait de la place, il faut que... Bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais en gros, quand on a une grande zone climatique comme ça, qui est favorable à une espèce, en fait, on peut la retrouver que dans certains endroits parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte. N'empêche que si le climat est pas bon, on est sûr et certain qu'on trouvera pas l'espèce, quoi. Et donc, pour étudier comment le changement climatique va impacter les plantes carnivores, cette fois, je vais me baser sur les résultats de cet article-là, qui donc estime l'exposition des plantes carnivores au changement climatique. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des modélisations de cette zone climatique favorable là, pour 300 espèces de plantes carnivores. Et en gros, ils ont regardé où sont distribuées actuellement les plantes carnivores, donc partout où elles poussent. Ils ont regardé quel était le climat à cet endroit-là. Et ensuite, ils ont regardé en 2050 quel serait le climat sur la planète et du coup pour voir si bah, ces plantes-là vont devoir bouger ou pas pour aller chercher le climat qui leur permet de survivre, quoi. Et du coup, ils ont fait ça et en 2050 et ils ont mesuré plein d'indices pour mesurer l'impact du changement climatique sur les espèces. Et donc leur résultat principal, bon, ils ont fait plein de trucs hyper compliqués, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la majorité des plantes, la zone de confort climatique va diminuer et va diminuer rapidement. Ça veut dire que l'aire de distribution des plantes carnivores, l'endroit où le climat est favorable, va être beaucoup plus petit dans les années à venir. Et en fait, là, on peut voir le nombre de kilomètres par an qu'une espèce gagne ou perd, en fait. Et donc, on voit que pour certaines espèces, par exemple, là, on a Ibicella, et ben, elle perd quasiment 5 kilomètres. Bon, j'abuse un peu, 3 kilomètres de surface, en gros, où elle pourrait pousser par an, quoi. Donc, c'est énorme. Mais il y a d'autres choses à regarder dans ce type de résultats. En fait, on se rend compte qu'il y a certaines espèces qui y gagnent aussi, parce que le climat il change, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément impacter négativement toutes les espèces. Et par exemple, les auteurs disent que bah, Sarracenia alata va voir sa zone climatique augmenter de 250%.
Donc potentiellement, on pourrait avoir 2,5 fois plus d'endroits sur la planète où on a Sarracenia alata qui pousse. Alors vous allez voir qu'il faut prendre ça avec des pincettes, hein. Mais il y a aussi des espèces qui, bah, en gros, qui sont censées disparaître parce qu'il n'y a plus aucun endroit sur la planète où bah, cette espèce a un climat qui lui est favorable en fait pour pousser. Et ça, c'est typiquement le cas d'espèces de chez nous avec Pinguicula corsica et Pinguicula longifolia ici. Et en plus, c'est des espèces plutôt de montagne ou de relief, quoi, et donc ça pose encore d'autres problèmes. Donc, je vais juste critiquer un petit peu cette étude parce qu'il faut quand même comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, comme je vous ai dit au début, le climat, ça fait pas tout. C'est-à-dire que un climat qui est plus favorable dans le futur pour une espèce, ça ne veut pas automatiquement dire que cette espèce va s'étendre de partout. Parce qu'il faut qu'elle trouve son habitat, il faut que l'habitat soit de bonne qualité, il faut que les graines puissent arriver jusqu'à l'habitat, comme je vous ai dit, il faut que les habitats soient connectés, etc., etc. Bref, c'est un processus qui est très compliqué et qui est très long, et le changement climatique va très vite. Donc c'est pas sûr que ça puisse fonctionner. À l'inverse, c'est pas parce qu'un climat est moins favorable dans le futur que automatiquement l'espèce va s'éteindre. Parce que, en gros, si on a des habitats qui sont de très bonne qualité, euh, l'espèce peut réussir à survivre si elle est un petit peu à la limite de sa zone climatique. Alors si le climat est plus du tout favorable, c'est mort, hein, mais disons qu'il y a moyen il y a un peu de résilience en fait si les habitats sont de très bonne qualité. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Et le gros problème, je trouve, moi, de cette étude, c'est qu'en fait, on ne prend pas en compte les événements extrêmes. Parce que là, on part du principe sur cette étude que le changement climatique, il est graduel, que typiquement, une plante, elle va gagner ou perdre 3 km de surface favorable ou de distribution, si vous voulez, par an, alors qu'en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et notamment, si on a une sécheresse ou une tempête, eh ben, ça peut complètement éradiquer toute une population ou toute une espèce, mais en un seul coup, quoi. En fait, le changement climatique, ça se fait pas vraiment de manière doux et lent, ça se fait plutôt par marche d'escalier, par des gros événements un peu comme ça. Et ces événements extrêmes, surtout les sécheresses et les vagues de chaleur, les canicules, ça peut avoir des gros impacts sur les plantes. Et justement, les auteurs montrent ici certains exemples, comment une sécheresse peut faire disparaître toute une population en quelques semaines. On a ici donc le même milieu naturel, j'ai plus les dates en tête, hein, mais on va inventer, on va dire, au printemps et à la fin de l'été, où on voit que bah, la zone humide qui est ici au milieu, bah, là, a complètement disparu, et donc les plantes carnivores qui étaient là, donc ça doit être en Australie, je pense, les petites Drosera pygmées ici, bon, bah, ils ont retrouvé exactement le même endroit quelques semaines après, et en fait, elles avaient disparu. Et on voit que bah, voilà, là, c'est tout des restes en fait, de plantes carnivores qui ont complètement séché. Et voilà. Donc, en fait, même si le climat reste favorable en moyenne, si on a une énorme canicule comme ça peut juste tout foutre en l'air, quoi. Ok, on a passé la partie la plus dense et qui était donc le résumé de ces deux articles scientifiques. Et j'aimerais, moi, juste ajouter une dernière partie qui montre pourquoi les plantes carnivores sont davantage menacées que les autres espèces. Et c'est leur écologie, en fait. Donc on va voir ici pourquoi leur écologie. Donc leur écologie, ça veut dire c'est leur mode de vie, hein. C'est-à-dire leurs habitats, leur manière de vivre, de se reproduire, etc. Donc pourquoi l'écologie des plantes carnivores les rend si vulnérables. Et donc, bah, en premier lieu, ce qui les rend particulièrement vulnérables, ce sont leurs habitats qui sont, pour la majorité, ou une grande partie d'entre elles, des zones humides. Pas que des tourbières, hein, mais des zones humides. Il faut savoir que les zones humides représentent une part vraiment ridicule des terres émergées de la planète. Et encore plus ridicule si on parle de zones humides qui sont habitables par les plantes carnivores, donc je sais pas, qui soient acides ou pauvres ou peu importe quoi. Par exemple, en France, on sait que la moitié des zones humides ont disparu ces 50 dernières années. Il semblerait que ce soit 90% d'entre elles qui ont disparu depuis le siècle dernier. C'est-à-dire que si vous aviez 10 tourbières avant, vous n'en avez plus qu'une aujourd'hui. Et bah, on va voir pourquoi d'ailleurs ces zones humides ont disparu. Mais donc le résultat, ça fait que bah, les habitats
favorables donc aux plantes carnivores, où elles poussent, bah, maintenant ils sont très rares en fait, et ils sont très fragmentés, c'est-à-dire qu'ils sont pas connectés, ils sont tous isolés les uns par rapport aux autres. Et du coup, bah, c'est plus facile, enfin c'est plus difficile pour les plantes d'atteindre un nouvel habitat, quoi. Aussi, l'autre petit problème, c'est que nous, les humains, on a une histoire quand même assez importante avec les zones humides. Euh, Déjà, on a plein de grandes villes historiques qui ont été toujours construites à côté des fleuves et à côté des zones humides parce que déjà, ça faisait de l'eau, on pouvait faire du commerce, etc. Mais aussi, ça représente un réservoir d'eau ultra important pour l'agriculture. Si on veut faire pousser des trucs, il nous faut de l'eau, quoi. Donc, il nous faut des zones humides. Autre chose, si vous asséchez une zone humide, donc que vous détruisez complètement l'habitat et que vous laissez un petit peu ça se décomposer, vous savez, toute la vase, un petit peu tous ces trucs-là, là, vous les laissez se décomposer, bah, ça fait un sol hyper riche pour l'agriculture. Et c'est pour ça que toutes les fonds de vallée ou toutes les zones très plates qui étaient des zones humides ou des lacs il y a quelques, je sais pas, centaines à milliers d'années, quoi, ben, c'est des zones hyper riches et hyper cultivées aujourd'hui, quoi. Et puis les zones humides ont toujours eu un peu mauvaise réputation, comme en disant qu'elles sont vecteurs de maladies comme la malaria par exemple. Et aussi il y a tout un tas de rumeurs, de légendes autour des zones humides, ça pue, c'est dangereux, etc., etc. Donc en gros, la bonne santé des zones humides entre un peu en conflit en fait avec nos modes de vie et nos besoins à nous en tant qu'espèce. Autre problème de l'écologie des plantes carnivores, c'est leur style de vie, on va dire. Et les plantes carnivores sont pour la grande majorité d'entre elles, mais pas toutes, hein, mais sont pour une bonne partie des plantes qu'on appelle pionnières. C'est-à-dire, c'est des plantes qui ont leur stratégie évolutive, leur stratégie de vie, qui sont basées sur l'exploitation de milieux qui sont éphémères et perturbés. Typiquement des milieux qui apparaissent après un feu, après des inondations, après des glissements de terrain, et ça dégage la végétation. Et si en plus de ça c'est une zone humide, et ben là les plantes carnivores sont hyper heureuses. Mais tous ces milieux-là, c'est normalement des milieux éphémères. Vous savez qu'une tourbière, normalement, on va dire une caricature de tourbière, on a une espèce de lac au milieu, puis de la sphaigne un peu autour. Bah, normalement, si on fait rien, la sphaigne, petit à petit, elle mange comme ça le lac, et puis petit à petit, le lac se referme, et puis après, la zone humide disparaît, puis on a des arbres qui poussent, et puis les plantes carnivores disparaissent. Mais ça, c'est tout à fait naturel, hein. Après, on a une nouvelle tourbière qui se crée un peu plus loin à cause d'événements géologiques ou peu importe. Et du coup, les plantes carnivores arrivent à l'atteindre, etc. Donc, elles ont un style de vie qui fait qu'elles doivent, en gros, pousser relativement vite et se reproduire relativement vite. Par exemple, là, c'est un éboulement qui a eu lieu dans les Alpes, dans la vallée de la Maurienne. Donc on voit très bien ici qu'on a des arbustes, etc. On a des arbustes ici, même des arbres sur le côté. Mais en fait, ici, à l'endroit même où il y a eu cet éboulement, il n'y a pas de plantes, quoi. Il n'y a rien qui pousse. Juste au-dessus, on a des glaciers, on a des sources d'eau. Donc c'est un milieu qui est humide, en plein soleil, avec aucune compétition. Et ça, les plantes carnivores, typiquement, elles adorent, quoi. Donc ici, on va retrouver plein de Pinguicula, Pinguicula alpina, etc. Mais si je reviens dans 20-30 ans à cet endroit-là, sûrement qu'il y aura des broussailles, il y aura des arbres et les plantes carnivores auront disparu. Mais il y aura eu un nouvel éboulement un peu plus loin et du coup, les graines de cette petite population-là aura pu atteindre enfin le nouvel habitat naturel. Donc ça, c'est en gros comment c'est censé se passer naturellement, sauf que maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'on laisse plus vraiment les choses, enfin les dynamiques naturelles se faire pour les habitats comme ça. Et donc, on préfère intervenir typiquement et recreuser les zones humides pour les laisser ouvertes, pour que les plantes carnivores restent dedans, etc., etc. Bon, bref, on pourra en reparler aussi. C'est encore tout un truc, on pourra en parler pendant des heures. Mais en gros, ça fait que c'est des plantes qui sont naturellement un peu plus fragiles, en fait. Et enfin, d'autres facteurs de risque liés à leur écologie, les plantes de montagne sont toujours un peu plus menacées parce que, vous savez, quand la température elle augmente, les plantes elles montent généralement en altitude pour aller chercher la fraîcheur en fait et pour suivre justement le climat qui leur convient. Sauf que une montagne, c'est une forme comme ça, je sais pas si vous me voyez, mais c'est une forme comme ça, et donc du coup, plus on monte en altitude, moins il y a de terrain disponible, moins il y a de sol, moins il y a de possibilités en fait de vivre, et donc plus ça les rend vulnérables parce qu'il y a de moins en moins de place, quoi. Donc c'est inné, en fait, elles sont forcément plus menacées dans le cadre d'un réchauffement climatique.
Toutes les plantes qui ont des interactions avec d'autres espèces, des interactions vitales, sont aussi menacées. Par exemple, Nepenthes lowi ici, qui prend, je sais pas, je crois jusqu'à 90% de ses nutriments des cacas de ce petit écureuil-là. Par exemple, si ce petit écureuil-là disparaît, la plante, elle a plus rien à manger et du coup, il y a quand même plus de chances qu'elle disparaisse. Et ça, c'est le cas pour plein d'espèces de Nepenthes qui ont plein d'interactions comme ça avec plein d'espèces. Et donc, si l'espèce avec laquelle en fait sa vie dépend disparaît, du coup la plante disparaît aussi. Et ça c'est aussi vrai avec les pollinisateurs parce que si les plantes, enfin si les pollinisateurs disparaissent, les plantes peuvent plus se reproduire et du coup elles disparaissent aussi à leur tour. Et c'est d'autant plus vrai pour les plantes qui ont des pollinisateurs très spécifiques pour attraper le pollen, comme certaines orchidées par exemple. Et dernier petit point, on y revient toujours. Bon, ça fait pas vraiment partie de l'écologie, mais un peu quand même, parce que c'est un peu le style de vie des plantes carnivores qui font qu'elles sont braconnées. Le braconnage, c'est aussi un gros problème. On l'a déjà vu, hein, 10% des plantes carnivores sont directement menacées d'extinction à cause du braconnage, entre autres. Et par exemple, les auteurs, ils disent qu'ils ont remarqué la disparition de certains pieds de Sarracenia seulement quelques jours après la publication de photos sur les réseaux sociaux. On a aussi souvent, on voit passer sur les réseaux sociaux des ventes de Nepenthes braconnés qui ont été coupés ou arrachés de leur milieu naturel parce que leur prix il est assez indécent et évidemment la demande est très forte. Et quand le prix d'une plante que vous voyez pousser dans votre jardin coûte le salaire annuel de votre pays, évidemment vous n'hésitez pas trop pour aller la couper et la revendre. Le problème c'est la personne qui l'achète, évidemment. Et puis, le problème, c'est aussi les gens qui postent des choses sur Instagram. Par exemple, moi, je sais pas si vous voyez le texte, mais là, c'est écrit voici Nepenthes ramispina, une espèce d'altitude. Mince, j'ai accidentellement, avec des petits guillemets, arraché un petit bout de plante qui était au sol. Zut alors. Bon, voilà. Ce genre de post-là, c'est un peu, bon, c'est un peu ridicule, quoi. Et par exemple, donc là, c'est juste des photos de Nepenthes qui ont été braconnées dans la nature et on voit souvent des trucs comme ça sur les réseaux sociaux. On a typiquement, je crois que c'était il y a 2-3 ans, la dernière population de Nepenthes clipeata qui pousse juste sur une espèce de petite montagne, de petite colline même, qui a été braconnée. Mais en fait, les autorités indonésiennes, si je dis pas de bêtises, ont réussi à trouver les personnes, à récupérer les plantes, ils les ont remis en culture. Bon, après, est-ce qu'ils vont réussir à les remettre dans leur milieu naturel et tout? Ça, c'est une autre question. Et généralement, ça marche pas bien de faire ça, mais bon, bref. Donc voilà, là, du coup, la plante est éteinte dans la nature, même si je crois qu'il y a quelques plantes qui ont été retrouvées à certains endroits, mais à partir du moment où ça se sait qu'il y a des plantes qui ont été retrouvées, il y a des gens qui vont les chercher et qui vont les couper pour les revendre, quoi. Donc, ça pose un gros problème parce que du coup, la plante a disparu dans la nature, quoi. Bon, maintenant qu'on a parlé de plein de problèmes et de soucis et que c'était très déprimant, j'ai quand même quelques solutions à vous proposer parce que voilà quoi, il faut finir par un petit rayon de soleil quand même. Euh, Déjà, je pense que c'est très important d'avoir une passion responsable. Bon, je savais pas trop quoi mettre, mais vous avez l'idée. En fait, c'est très important de garder toutes les informations qu'on a sur les localisations des espèces, si on les a. Évidemment, faut pas les inventer si vous les avez pas ou si vous les avez perdues, il vaut mieux rien mettre. Parce que ça peut toujours servir. Ça s'appelle la conservation ex situ, ça veut dire en dehors du milieu naturel. Et typiquement, si un jour, par magie, on décide de réhabiliter des milieux naturels et de redonner de la place aux espèces sauvages, eh ben, on pourra replanter votre plante qui venait exactement de cet endroit-là, donc qui est parfaitement adaptée à ce milieu-là. Euh, on pourra la remettre dans la nature et la réintégrer à son habitat naturel, même si en réalité, ça marche généralement pas très bien. Mais bon. N'empêche que ça vaut quand même le coup de garder toutes ces informations. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est évidemment les Sarracenia leucophila de Hurricane Creek Water, les clones HCW. Donc vous avez plein d'informations là-dessus, hein, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais en gros c'est un milieu naturel où il y avait des individus de Sarracenia leucophila comme ça, magnifiques, vraiment super beaux, qui a été détruit, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'était pour faire un truc, une zone industrielle, je crois. Hem Et du coup, il y a des gens qui ont pu, in extremis aller, sortir, quelques plantes avant que tout le milieu soit détruit. Enfin, je crois que le milieu est détruit à 90%, un truc comme ça. Et du coup, bon, on a encore, je crois qu'il y a, je sais pas, 8-9 clones, qui existent en culture et si un jour on détruit, cette zone industrielle pour relaisser la place, aux zones humides, on pourra les réintégrer à leur milieu naturel.
Une passion responsable, c'est aussi d'acheter les plantes à des vendeurs de confiance, évidemment, pour pas acheter des espèces qui ont été braconnées. Genre, typiquement, quand vous voyez des machins comme ça sur eBay, où c'est écrit des plantes vivantes qui viennent de la nature de ici, c'est pas une bonne idée. Il faut pas acheter, quoi. Acheter, il y a plein de vendeurs professionnels qui font les choses très bien. Ça sert à rien d'aller chercher des plantes dans des sites un peu obscurs juste pour avoir une plante rare avant tout le monde, etc. C'est un peu, voilà, ça sert à rien. Donc ne soyez pas avare de plantes rares. Et l'autre chose, c'est que c'est pas parce qu'une espèce est ni menacée ni protégée que c'est quand même éthique d'aller la ramasser dans la nature pour la revendre et se faire de l'argent avec, quoi. Voilà, bon, bah, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Le ramassage et la revente sont pas toujours interdites, mais c'est pas pour autant que c'est éthique, parce que bon, bah, déjà les chances de survie de ces espèces, c'est déjà pas énorme, et puis elles sont toujours mieux dans la nature que dans votre collection, hein, toutes ces espèces-là. D'autant plus quand c'est des Sarracenia purpurea, bon, bah, des celles-là, vous en trouvez à 5 balles n'importe où, donc voilà, c'est un peu débile, quoi. Mais même pour des plantes super rares, hein, n'importe quelle nouvelle espèce ou quoi va être disponible à un moment ou un autre en culture, quoi. Il suffit juste d'attendre quelques années et puis on la trouvera dans des magasins spécialisés, enfin chez des vendeurs spécialisés. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Il faut bien se rendre compte que le braconnage, c'est une menace dont nous, en fait, les cultivateurs de plantes carnivores, on est les seuls et uniques responsables. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des plantes carnivores qui s'éteignent dans la nature vraiment juste à cause de nous, en fait. Donc, voilà, c'est important de le savoir. Et il y a une phrase que j'aimais bien dans un des articles, c'est de dire qu'il faut arrêter de penser que notre liberté d'acheter et de cultiver des plantes carnivores prévaut sur la possibilité de survie de ces espèces dans la nature. Je pense que c'est hyper important et que c'est vrai, quoi. Et dernière chose, il y a aucune excuse qui justifie le prélèvement de sphaigne ou de plantes carnivores dans la nature. Hem et notamment, vous savez, je vous ai dit, typiquement le Sarracenia leucophila qui a été prélevé alors que le milieu allait être détruit et cetera. C'était des gens qui connaissaient, c'était des professionnels qui l'ont fait, des gens qui connaissent bien. Donc si vous, vous pensez qu'il y a un endroit qui va être détruit, qu'il faut absolument, sauver une population, contactez plutôt des gens qui sont, compétents, ou demandez, de l'aide, je sais pas, au conservatoire botanique, ou des choses comme ça de votre région et puis, ils pourront vous aider. Je vais essayer d'avancer un peu vite parce que je crois que ça fait déjà 1 heure que je parle, c'est giga long, je suis désolé. Enfin juste, parmi les solutions, je voulais juste ouvrir un petit peu, les perspectives de toutes les solutions pour donner des solutions aussi un peu plus larges, pas que juste centrées sur les plantes carnivores. Et je pense que c'est hyper important de questionner aussi ces modes de consommation parce qu'on a vu que les zones où les plantes étaient le plus à risque, c'était au Brésil, aux Philippines, en Indonésie, je crois. Et c'est surtout à cause de la déforestation. Et il faut savoir que toute la déforestation, vous savez, je vous avais montré cette image-là, toute la déforestation au Brésil, elle est faite pour créer des nouvelles zones agricoles afin de planter, bon, c'est caricaturé, mais en gros c'est comme ça que ça se passe, pour planter du soja qui va être ensuite envoyé en Europe ou aux États-Unis pour nourrir des animaux qui sont dans des élevages intensifs, vous savez, qui voient pas la lumière du jour et tout, pour que nous, en fait, on puisse manger de la viande pas chère. Donc c'est important de savoir tout ce déroulé-là et que en fait, bah, nos modes de consommation à nous, ça a un impact directement sur la déforestation au Brésil, par exemple. Je vous refais aussi la même caricature avec la déforestation en Indonésie, où bah, on détruit des zones naturelles pour faire des nouvelles zones agricoles, pour planter du palmier à huile par exemple, pour envoyer de l'huile de palme en Europe, pour faire plein de petits gâteaux et des pâtes à tartiner et plein de trucs ultra transformés, pour que nous, on puisse avoir des gâteaux pas chers et tout jolis dans notre assiette, encore une fois. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et du coup, eh ben, manger moins de viande industrielle et moins d'aliments transformés, c'est meilleur bah, déjà pour la santé, évidemment. C'est meilleur pour le climat et c'est meilleur aussi bah, pour la biodiversité et même pour les plantes carnivores, quoi. Donc c'est pas juste pour embêter les gens en fait qu'on dit tout ça. Après chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi je vous montre juste comment ça se passe, quoi. Et puis évidemment, encore une fois, hein, si vous voulez éviter de participer par exemple au réchauffement climatique ou à la destruction de la biodiversité, bah, il faut éviter d'acheter des choses neuves, pas changer de téléphone tous les ans, éviter d'acheter de l'électronique,
plutôt d'acheter en seconde main, se déplacer plutôt, enfin éviter de se déplacer en voiture, en avion, etc., etc. Je pense que vous savez déjà un peu toutes ces choses-là. Et si vous voulez en parler plus volontiers, parce que j'ai plein de choses à dire. Enfin, les dernières choses que je voulais dire, après je vous promets que c'est fini. Il faut aussi soutenir les bonnes actions. Typiquement, il faut soutenir la recherche scientifique parce que vous avez vu qu'on manque beaucoup de données encore sur les plantes carnivores, si elles sont menacées ou pas. Et encore, les plantes carnivores, c'est un peu sexy, donc c'est un peu plus étudié que des, je sais pas, des mousses qui poussent au fin fond d'une forêt dans un pays random, quoi. Donc voilà, on a toujours un gros problème de manque de données dans la recherche scientifique. Donc c'est très important de continuer à supporter la recherche scientifique. Et par exemple, bon là je suis un peu biaisé, mais avec Jimmy, on a monté un observatoire de plantes carnivores sauvages françaises, enfin c'est plutôt des pays francophones, on va dire, autour de la France, où en fait chacun peut envoyer une observation. C'est ici, c'est sur le site de Dionée, vous avez l'adresse ici. Et du coup, si vous voyez une Drosera ou une Pinguicula, vous pouvez envoyer sa localisation. Nous, on peut la récupérer, on la met dans des espèces de bases de données. Et puis l'idée, c'est de suivre en fait les populations de plantes carnivores qu'il y a pas loin de chez vous. Et puis comme ça, si jamais il y a un problème, vous pouvez nous contacter. Et nous, après, on va contacter les personnes qui peuvent faire quelque chose potentiellement, quoi. Et on a aussi une page Facebook qui est ici. Donc c'est OPCF, OPS, PCF, Observatoire des plantes carnivores françaises. Ouh. Bon, je vous fais juste 3 lignes de conclusion et après j'ai terminé. J'espère que David, tu n'es pas mort de l'autre côté de ton ordinateur. Euh, Donc, 4 phrases de conclusion. Les plantes carnivores sont particulièrement menacées dans leur milieu naturel, on l'a vu. Les principales menaces sont la destruction d'habitats, le changement climatique et le braconnage. Il existe des solutions et ça passe par l'éducation, en fait, tout simplement, avoir accès à l'information et connaître un petit peu toutes les tenants et les aboutissants de tout ce qu'on fait et de tous ces problèmes. Et puis, ça passe aussi par le changement de nos habitudes, que ce soit de notre collection de plantes carnivores ou de mode de vie, quoi. Et puis, quand je dis qu'il faut soutenir les études scientifiques, c'est que en fait, faire plus d'études scientifiques, ça nous rend plus prévoyants. Si on sait à peu près comment ça va se passer, ou si s'il y a beaucoup de gens qui étudient comment ça va se passer dans le futur, on a plus de chances de taper dans quelque chose qui va être juste en fait, et d'être prêt si jamais il y a un problème. Comme je vous ai dit, j'ai fait tout un article sur mon site internet que vous trouverez donc ici. Le site c'est Phagophytos et l'article c'est pourquoi les plantes carnivores sont menacées dans leur milieu naturel. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez plus d'informations ou reprendre un peu tout ça à tête reposée. Et sinon j'ai une adresse mail aussi, là, phagophytos@gmail.com. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez plus de questions. Et avec ça, j'ai terminé et je vous rends la parole, monsieur David. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends, David. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. C'était ultra intéressant. Il y a plein de monde qui est passé. J'ai vu que Dorian m'avait dit qu'à un moment c'était un peu figé sur Facebook. J'espère que c'est plus le cas. On a 5 personnes sur Facebook. C'est qu'à un moment c'est descendu à zéro. Alors bon, désolé pour les gens Pas qui de étaient souci. là. Est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran? On va se remettre comme tout à l'heure avant la conf peut-être? Tu gardes juste à... Voilà, très bien. Je vais garder ta Ah, tête comme ça. Et je vais mettre cette partie-là où on est tous les deux. Voilà, c'est mieux. Je pense qu'on t'entend. Je vais retailler un tout petit peu la fenêtre pour que ce soit joli. À ah la ouais, ça droite y et est, à mieux. gauche là, parce que... Alors, hop, on va Ouais, faire bon, un peu désolé, c'était un peu ça. long, hein. Du coup, ça a duré une C'était... heure. Non mais, écoute, c'était Du parfait, hein. T'as bien fait, écoute, je pense que ça a été apprécié le fait que tu aies pris le temps de tout expliquer en détail. Il y a quelques questions. Je vais commencer par remercier Hanoï qui a pris le premier sub de notre chaîne. Merci beaucoup de ton sub. Toute l'équipe de Conférence Carnivore te remercie pour ton soutien. C'est agréable de t'avoir tout le temps sur le chat, donc merci beaucoup. Je vais parler un peu de tes questions. J'ai vu que tu avais posé des questions sur cette histoire de plantes qui avaient disparu aux États-Unis où tu as dit qu'ils avaient fait un parking. Hanoï voudrait savoir si les plantes ont été récupérées avant de faire le parking ou pas. Il y a eu une action sur ce truc-là ou pas du tout? des plantes aux États-Unis qui ont été récupérées. Ouais, On quand, parle quand ils ont de fait, la quand ils ont, localité, là? je crois, ouais, t'as dit que ça avait été remplacé par un parking. Non, non, c'était pas celle-là, c'était le premier exemple que t'as pris.
Ou le Euh, Biblis gigantea, non? Ouais, c'était le Biblis, je pense. Bah, non, je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Gigantea. Ouais. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Mais il existe en culture, hein, par contre, le Biblis gigantea, Oui. mais je sais pas si cette population-là a été ramassée avant ou pas. Je sais pas du tout. D'accord. Attends, je remets juste bien à gauche parce que je suis perfectionniste. Voilà, un peu en bas. Hop, voilà, c'est bien calé. Je remets la fenêtre au bon endroit et c'est bon. Hop. C'est pas mal en direct aussi. Et voilà. Ok, ça c'est mieux. Parfait. Il y avait une autre question sur l'étude que tu as utilisée comme support. Est-ce que tu sais combien de temps il a fallu pour faire cette étude-là? C'est un œil qui pose aussi la question. Je sais pas. Je sais pas. Mais si elle a été publiée en 2020, ils ont dû commencer à bosser dessus en 2019, quoi. D'accord. 2019-2020, ouais. Ça dépend. Des fois, ça peut être super long pour publier un article. Parfois, ça va assez vite. Ça dépend un peu. Là, je sais pas exactement, mais si ça a été publié en 2020, c'est que ça a été fait pas longtemps avant, quoi. D'accord. Alors il y a Laurent qui, de son train, nous a posé une question. Enfin, j'espère qu'il est rentré. En tant qu'amateur, a-t-on un rôle à jouer pour participer activement à la survie de certaines espèces ou même à leur réintroduction dans leur milieu, où ce n'est pas notre ressort et ça se fait ailleurs et mieux qu'on pourrait le faire? Ouais, alors, bah, en fait, c'est plutôt de notre ressort plutôt d'éviter que ça se passe mal déjà. Donc, tu vois, typiquement, si on n'achète pas des plantes braconnées, si on garde nos localisations, nos trucs comme ça, là, un peu tout ce que j'ai dit à la fin, bah, ça permet déjà de pas faire disparaître les espèces dans la nature. Après, les programmes de réintroduction, etc., ça c'est plus compliqué, c'est géré généralement par des conservatoires botaniques sur des missions bien spécifiques, c'est un peu compliqué, mais nous, ce qu'on aimerait faire vraiment avec tu vois, l'OPCF, là, l'Observatoire des plantes carnivores, c'est Hmm. justement de faire un espèce de pont un peu entre les autorités qui sont responsables de, je sais pas, par exemple, la protection ou la réintroduction d'espèces et puis les cultivateurs aussi, tu vois. Parce que, bah ouais, ouais, c'est ça. Tous les conservatoires botaniques n'ont pas forcément toutes les espèces avec toutes les localités, et encore moins pour les plantes carnivores, quoi. N'importe quel jardin botanique a finalement moins d'espèces que certains cultivateurs qu'on a, nous, en France, quoi. Donc, ouais. C'est noté. Attends, je mets juste à jour notre titre, histoire hop, que les gens sachent où ils sont quand même quand ils arrivent. Merci beaucoup pour ce détail. J'espère que Mais Laurent par aura contre, eu ton pardon, info. Ouais. désolé, je te coupe, hein, Vas-y, vas-y, je t'en prie. je pense en même temps, c'est une très 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 mauvaise idée de nous-mêmes aller planter des plantes carnivores dans leur milieu naturel en se disant que ça doit pousser là et donc il faut que ça se mette là, quoi. C'est un métier, ça peut avoir des conséquences un peu horribles. Genre, on a bah, typiquement, par exemple, en France, on a Sarracenia purpurea qui est invasif dans les tourbières, quoi. Donc c'est sûrement quelqu'un qui s'est dit trop bien, je vais aller la planter parce que ça pousse dans des tourbières et ça va pousser chez nous. Et effectivement, ça pousse très très bien chez nous, sauf que ça prend toute la place et que les espèces indigènes, les espèces locales, du coup, elles ont plus de place pour pousser. Donc il y a des campagnes en France d'arrachage de Sarracenia purpurea, quoi. Donc Ok. c'est vraiment pas à nous de le faire en fait. C'est pas à nous de se dire je vais mettre telle plante ici parce que ça a l'air de lui convenir. C'est une très mauvaise idée de faire ça, quoi. C'est noté. Merci. Il y a d'autres questions. Il y a Hanoï qui a demandé si généralement lors de construction on récupère certains arbres avant de raser à la pelleteuse. Nalessia a l'air de dire que elle a suivi des chantiers et qu'elle a jamais vu ce genre de pratique. Je pense que ça se fait pas trop, Alors, hein. non, il Si. n'y a pas de récupération parce que normalement, maintenant, en tout cas en France, mais alors j'imagine que ça n'existe pas partout et que c'est pas les mêmes, enfin, les mêmes législations et tout. Normalement, en France, il faut faire une étude d'impact. C'est généralement des bureaux d'études qui font ça. C'est-à-dire qu'ils vont, je sais pas si tu veux construire une autoroute, par exemple. Là, il y a plein de problèmes d'ailleurs en ce moment avec des constructions d'autoroutes ou de ce genre de choses. Normalement, tu mandates un bureau d'études pour qu'il aille regarder les espèces qui s'y trouvent, voir à quel point du coup ça va impacter les milieux naturels et si jamais, si vraiment il y a des trucs un peu rares ou problématiques, bon bah soit l'interdire, mais bon généralement quand c'est des grands projets, ça se fait pas trop interdire quoi. Soit de déplacer par exemple une population quoi, ou alors de dire bah s'il y avait une zone humide ici, on va passer une autoroute dessus, et ben on va creuser un petit trou un peu plus loin, on va mettre un peu d'eau dedans et puis on va jeter Ça ira bien. tu sais, Ouais. genre un coup de pelle comme ça du milieu A vers le milieu B et puis c'est comme si D'accord. on avait bon, ça, en vrai, l'idée est bonne, hein, mais
en réalité, ça marche assez mal, quoi. Ça remplace pas, en fait, ça remplace jamais la destruction de l'habitat de base. En gros, faut partir de ce postulat-là, quoi. Merci pour ta réponse. Il y a Nicrodil, bienvenue à toi sur le chat de Twitch, qui nous dit: Hello, je suis étudiant en bio, j'aime beaucoup les plantes carnivores. L'année prochaine, je pourrais choisir d'effectuer des stages non rémunérés dans le cadre de mes études. Un stage au sein de l'Observatoire des plantes carnivores serait-il théoriquement possible? T'as déjà des Alors fans? en théorie, j'imagine que oui. Le problème, c'est que genre, on n'a vraiment pas de locaux, quoi. C'est vraiment Jimmy et un petit peu moi qui on essaye de mettre, je sais pas, 1 heure par-ci par-là pour faire des trucs, mais bon, on n'a pas grand-chose. Mais si jamais, contacte-moi, Attends, je vais essayer de retrouver son message. Nicrodil, c'est le Nicrodil. huitième, je sais pas si tu Ouais, vois. ouais, j'ai trouvé. Contacte-moi si jamais, et puis on peut voir. Moi, je connais 2-3 personnes qui travaillent sur les plantes carnivores. On peut peut-être essayer de faire un truc, quoi. Donc tu le contactes sur la page Phagophytos de Facebook ou ton site Phagophytos direct, Ouais, ou peut-être. sur, ouais, c'est ça, sur Facebook, c'est Phagophytos, ou mon profil personnel, là, Arthur Gratien Sanguetta. Voilà. Parfait. Je lui Il envoie y un a une message petite. ici, hein, et puis David me transférera ton Oui, mail, oui, de toute façon, ce sera. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a Ansel qui demande: et comment réintroduire, c'est quoi, Hurricane Creek White dans son milieu après le passage de l'homme? Est-ce que c'est possible et comment? Bah, c'est théoriquement possible, mais ça voudrait dire. Enfin, alors déjà, pour le cas de cette Sarracenia leucophila, on a sauvé, je dis n'importe quoi, 9 clones. Enfin, si c'est pas 9, c'est 7, et si c'est pas 7, c'est 12, quoi. Mais bref, voilà, quoi. 7 Ok, plantes parmi des centaines, quoi, ou des milliers, hein. Donc déjà, on n'a pas sauvé grand-chose. On dit qu'on a sauvé la génétique, mais bon, en vrai, on n'a pas sauvé d'accord. grand-chose. Mais le truc, c'est que, encore une fois, c'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de refaire un milieu naturel une fois qu'on l'a détruit plutôt que juste de pas le détruire en fait. Donc il faudrait, tu vois, péter tout le parking ou toute la zone industrielle qui a été faite, enlever tout le béton, enlever tous les polluants qui se sont foutus partout dans les terres, tous les déchets, tous les machins comme ça, dépolluer le machin, replanter les plantes, bref. C'est théoriquement possible et c'est aussi théoriquement pour ça qu'on a gardé, que certaines personnes sont allées récupérer quelques plantes pour garder la génétique. Mais en réalité, ça se fait pas, quoi. En réalité, c'est difficile. Et même si on le fait, la plupart du temps, quand il y a des réintroductions comme ça, généralement, les plantes, elles prennent pas, quoi. Les plantes qui ont poussé dans les collections pendant un certain temps, elles, Mhm. elles prennent moins bien dans la nature, quoi. Ok. Il y a plein de questions, figure-toi. Hein. Il y a Laurent qui demande s'il y a un programme de réintroduction d'Aldrovandra en Europe de l'Ouest ou si c'est plus du tout possible. Bah, je pense que c'est encore possible, mais du coup, il faudrait importer des populations, bah, justement, plutôt d'Europe de l'Est, pour le coup. Je sais pas exactement où il y en a encore, dans quel autre pays. Je sais qu'il y a une population encore en Suisse. Après, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup et surtout, est-ce qu'il y a encore des habitats qui sont suffisamment en bonne santé pour pouvoir l'accueillir, quoi? Et alors ça, bah, je sais pas du tout. Mais moi, j'ai pas entendu parler de programme comme ça, hein. Mais Ok. bon, ouais. Nous, on aimerait bien, en fait, avec l'Observatoire, retrouver Aldrovanda en France, quoi. On aimerait bien la retrouver, si jamais elle existe encore dans certaines zones humides. Ouais, Ça serait notre goal, quoi. Mais bon, voilà. c'est noté. Il y a Sitam qui demande si l'observatoire est en Belgique. Donc à la base, c'est en France, hein, puisque c'est Lyonnais, mais c'est Ouais, mais du coup, dématérialisé, quoi. ouais, ouais. Alors, en fait, l'observatoire, je l'ai monté enfin, en partenariat avec Dionée et Tela Botanica. C'est une association d'amateurs de botanique, etc. Et en fait, ils développent plein d'outils pour faire des cartes, pour faire ce qu'ils appellent des widgets, des petits outils où tu peux rentrer tes noms d'espèces, les envoyer, ça va dans des bases de données et tout. C'est eux qui font tout ça, en fait. Donc à la base, moi je l'avais fait pour la France parce que c'est une association française. Sauf qu'en fait, ça fonctionne pour plein d'autres pays. Et typiquement, Jimmy qui gère beaucoup l'observatoire, il est belge et il met plein d'observations en Belgique. Moi, j'en ai mis aussi en Suisse et ça marche très bien en Belgique, en Suisse, voilà quoi. Après, vu qu'on communique en français, bah, c'est plutôt dans les régions francophones, quoi. Mais théoriquement, ça marche dans toute l'Europe de l'Ouest. Parfait. Il y a Sébastien qui nous a rejoint. Salut Sébastien, bienvenue. Sébastien Joliot, hein, donc, qui est présent à chaque table ronde et
qui nous supporte et qui prépare sa conf du mois de janvier sur les Élianphora, du mois de juin, pardon, sur les Élianphora. Il demande est-ce que, en tant qu'observatoire, tu as l'autorisation de prélèvement pour garder certaines souches menacées? Non. Nous, non, hein. Nous, pas du tout, absolument pas. Non, non, nous, on n'a pas du tout le droit de faire ce genre de truc-là, hein. Nous, c'est juste, on a fait des outils informatiques et puis on gère le machin, mais on n'a aucune autorité pour faire ce genre de truc-là. Et heureusement qu'il faut pas, enfin, il faut pas que n'importe qui puisse faire ce genre de truc-là. Non, non, on n'a pas le droit de faire ça et c'est très bien. Mais nous, ce qu'on voudrait faire, c'est en fait apporter des preuves. Par exemple, si les gens envoient des photos régulièrement des plantes qu'ils vont visiter, etc., et qu'on voit que tout se pète la gueule et que tout va mal, on a quand même les preuves à l'appui, on a les localisations, on a tout ce qu'il faut, et on peut aller voir les gens qui sont compétents pour ce genre de truc-là et leur dire, regardez, c'est la merde, allez-y, allez prélever ou faites quelque chose, allez protéger, quoi. C'est plutôt en fait comme ça qu'on voit le truc. Merci pour Sébastien. Une autre question de Sam qui nous demande est-ce que les hybrides naturels sont plus résistants dans les milieux en danger et ou peuvent devenir invasives en milieu stable? Alors, théoriquement, oui, les hybrides naturels, ils sont plus résistants. Il y a pas mal de cas en France où on a Drosera X obovata, donc c'est l'hybride entre Rotendifolia et Longifolia, qui a tendance un peu à supplanter Drosera longifolia, alors que la majorité des Drosera obovata sont stériles, donc ils ne peuvent pas se reproduire par graines, alors que Longifolia peut. Mais il y en a qui sont plus résistants, ouais, des hybrides. C'est pas toujours le cas, mais il y en a qui sont plus résistants et qui peuvent prendre la place de leurs parents. Après, devenir invasif, c'est pas vraiment possible. Si c'est des hybrides naturels qui sont dans leur milieu naturel, on peut pas vraiment caractériser ça d'invasif, mais potentiellement, ils sont un peu plus forts que leurs parents, normalement, ouais. C'est noté. Il y a un œil qui demande s'il y a des autres plantes carnivores. Je sais que je suis allé à Tela Botanica du côté d'Orléans, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Où en fait ils ont un endroit où ils ont plein de plantes carnivores dans des espèces de cages en métal, c'est pas mal. Mais c'est pas, le parc est pas dédié à ça, c'est une toute petite partie du parc. Mais voilà, il y a une petite partie plantes carnivores. Je sais pas s'il y a d'autres parcs qui sont Ouais, spécialisés. alors c'est pas Tela Botanica, mais il y a des jardins botaniques, ouais. Normalement, tous les jardins botaniques, ils ont une partie plante carnivore. Faut aller voir celui de Nancy, il est incroyable. Celui d'Orléans, il y a toute une serre aussi. Celui de Lyon est très très bien aussi. Je sais qu'à Genève, ils en ont aussi. À Lausanne, ils en ont aussi. Donc c'est pas des zoos, mais dans les jardins botaniques, il y a souvent, dans les gros jardins botaniques, il y a souvent une serre ou un lieu un peu de plantes carnivores, ouais. Sébastien nous dit que Aldrovanda est encore en France, mais le lieu est top secret. J'en dirai pas Ah plus, ouais, même sous la torture. Voilà, ok. tu as appris quelque chose. Il Ouais, demande bah, aussi qui s'occupe des prélèvements. Est-ce que c'est les jardins botaniques qui s'occupent de ça ou... qui s'occupe des prélèvements des plantes, c'est plutôt Ouais. les conservatoires botaniques. Bon, généralement, c'est un peu au même endroit, mais pas toujours. Mais généralement, c'est plutôt ouais, des conservatoires qui vont prélever des graines en milieu naturel pour faire des. Il y a des espèces de banques de graines en fait qui existent hein, pour plein de plantes. Où en gros, des gens ils vont sur le terrain, ils vont récupérer des graines de toutes les plantes qu'ils voient pour les conserver. Et si jamais la plante disparaît ou va mal, eh ben, ils ont les graines de la localité très précises et puis ils peuvent les remettre en culture dans les jardins botaniques, par exemple. Et les jardins botaniques peuvent après les remettre dans la nature, mais tout ça c'est très compliqué, hein. Il y a plein d'autorisations, de gens qui rentrent dedans et tout. C'est pas, ça se fait pas comme ça, quoi. Mais oui, c'est conservatoire botanique et jardin botanique, ouais, qui s'occupent de la conservation. Ok. C'était la réponse pour Sébastien. Il y a Angel qui se demande si tu penses que les plantes carnivores peuvent s'adapter et changer une partie de leur habitat du style pousser à terme dans de la terre plutôt que de la tourbe, quoi. Bon, ça c'est difficile à dire parce que ça serait des évolutions sur des centaines de milliers d'années ou des millions d'années. Je sais pas, ils ont trouvé des fossiles de plantes carnivores qui avaient plusieurs millions d'années, si je dis pas de bêtises. Donc ça met du temps à se transformer tout ça. Donc à court terme, non. Et en gros, c'est pas ça qui va les sauver, quoi. Enfin, en gros, ils vont pas réussir à s'adapter à C'est pousser pas dans assez des. rapide. Ouais. Non, ouais, c'est ça. L'adaptation est pas assez rapide. Ok. Voilà, ils vont pas se mettre à pousser dans notre jardin pour se sortir de l'extinction en 10 ans, quoi. C'est mort. Ça, c'est mort. Ok. Oui, à court terme, non. C'est clair. Mhm. Bah écoute, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des questions. Je sais pas si vous avez d'autres questions à poser à Arthur, ou même de manière générale, hein, pas forcément
plus sur sa conf, mais peut-être sur les carnets en général. Sinon, je sais même pas trop quelle heure il est là. 10h30, bah écoute, c'est pas mal, Ouais, hein. bien. C'est parfait. Ça Moi, si calait tu me bien lances avec sur le. des sujets comme ça, David, après, je m'arrête plus, Je hein. pense que tu peux rester des heures là. Je te vois là. Un café, c'est reparti. Il n'y a pas de problème, on peut discuter toute la nuit. On fera un, on fera un carniton un de ces jours où on parlera pendant 24 heures et on s'arrêtera pas. Quand on arrivera à 2000 subs, à ce moment-là, on fera une nuit complète des carnivores. Non, bah écoute, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas d'avoir expliqué ça de manière simple parce que je me doute que vulgariser ça, c'est pas forcément si facile que ça. Il y a Sitam qui te demande quel métier tu fais en fait. Ça, c'est une bonne question. Bah, là, pour l'instant, j'ai plus de métier, mais non, je travaille dans la recherche, en gros, dans la recherche en écologie, tous ces trucs. En fait, toutes ces thématiques-là, moi, j'ai beaucoup bossé là-dessus et je vais continuer à travailler là-dessus, ouais. Donc Donc chercheur, voilà. en gros, on va dire. Z-Event, Carny, ce serait une bonne idée de faire ça. Steven C'est une Carney. bonne idée. Walter, merci. Bah écoute, t'as beaucoup de merci sur le chat. Est-ce que tu as déjà exploré des lieux protégés? Ouais, après, des zones protégées, il y en a pas mal, même n'importe où en France, hein, il y en a un peu de partout, des zones protégées ou des zones... alors pareil, les zones protégées, on pourrait en parler pendant des heures, mais en gros, des zones avec un statut de conservation, il y en a plein partout, ouais. Donc oui, oui, moi, je suis déjà allé plusieurs fois, ouais. Et ça s'organise comment ce genre de visite là? C'est... Bah, alors justement, en fait, il faut pas aller n'importe où, n'importe comment. Il Hmm, faut aller dans celles où tu as le droit d'y aller et où tu peux te balader. Je sais pas, enfin, moi, je viens des Alpes. Tu as le, je sais pas, t'as le massif des Bauges qui est protégé, mais tu as quand même des endroits où tu peux te balader. Tu as, je sais pas, le Jura, tu peux aller te balader dessus. Tu as la Chartreuse, tu as le Vercors, tu as la Vanoise, tu as voilà, tous ces parcs naturels comme ça. Là, il y a des cartes hein, qui existent. Tu tapes parc naturel France et puis tu as des cartes qui te montrent tous les parcs naturels. Mais voilà, après, tu peux aller te balader. Le mieux, c'est quand même de rester sur les chemins pour pas aller embêter trop les plantes et les animaux qui sont là-bas parce que justement, c'est protégé pour pas qu'on vienne trop les embêter, quoi. c'est sûr. Parfait. Bah écoute, il y a Laurent qui te remercie. C'était très intéressant. Encore une question Merci. d'Anoé. Est-ce Ah, qu'il y a Noé, des c'est une machine à plantes. tout. Ah ouais, il est sans pitié. Est-ce qu'il y a des plantes carnivores de montagne style Edelweiss? Ouais, 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 bah, il y a des plantes carnivores qui poussent dans des milieux à peu près similaires ou pas loin des Edelweiss, ouais. Tout ce qui est Pinguicula alpina, qui porte très bien son nom d'ailleurs. Même Pinguicula vulgaris, qui peut pousser jusqu'à ouais, 2000 mètres peut-être maximum d'altitude. On va dire que c'est le début des Edelweiss quoi maintenant. Et Pinguicula alpina, oui, oui, tu peux la retrouver dans des... Si tu as des pâturages ou des prairies, un peu de montagne, un peu caillouteuses, avec des zones un peu humides, tu peux trouver des Edelweiss d'un côté et des plantes carnivores de l'autre, ouais. Et Sébastien qui dit en théorie les espèces sont protégées dans le bunker en Russie ou Groenland sous forme de graines. Ouais, c'est en Finlande, je crois, non? L'espèce de gros bunker en béton là. Ouais, ça fait partie Ouais. des choses qu'il faudra qu'on fasse pendant un Chill Con Carni. Il y a un espèce de Google Street View de ce truc-là. C'est-à-dire que tu te pointes à l'entrée de ce bunker et tu peux tout visiter, tu peux regarder où sont les plantes, tu peux regarder les références et tout sur les boîtes, c'est un truc de dingue. On essaiera de le faire sur un Chill Con Carni un de ces jours, parce que ça peut être intéressant de voir comment c'est fait. Il y a vraiment, c'est un Street View quoi, c'est incroyable. Je vous redonnerai l'adresse pour voir. Je l'avais noté et ce serait pas mal qu'on se le fasse, ouais. Après, Euh, ouais. il y a plein de jardins botaniques qui ont aussi, ou de Hmm, conservatoires botaniques qui ont aussi leur propre banque de graines de, tu sais, de leur région, quoi, ou de leur territoire et tout, quoi. Parce que là-bas, c'est surtout un truc un peu massif, un peu, voilà. Mais ça va pas forcément aller chercher les génétiques de toutes les hmm. populations du monde, quoi. C'est une sauvegarde globale, mais ils vont pas en gros dans Ouais, le détail, quoi. Ouais. ouais, ouais. Bon, de toute façon, il faut de tout, hein. Il y en a jamais Oui, assez, oui, bien donc. sûr. C'est le mieux. Et ben écoute, parfait. Alors il y a Sitam qui nous dit que ça s'appelle Svalbard. Visiblement, c'est Ah, c'est l'endroit Svalbard. où Ouais, il y ouais, a le SVALBARD, ouais. C'est ce c'est un bled. bunker-là. Voilà. C'est Euh, Norvège, ouais. Norvège, je crois que c'était Finlande, J'avais Norvège. raison. Et bah parfait. Bah, écoutez, je pense que. Ah, encore une question. Une plante que tu aimerais voir avant de mourir. Il a 18 ans, tu vois bien. Cette question incroyable. Moi, j'aimerais bien aller dans le sud-est là-bas des États-Unis, là, voir les champs de. Bah, tu sais, on les a vus dans le Silicon Carney la Sarracenia. dernière fois, là, Ouais. les champs de Sarracenia, là. Oh là 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 là. J'avoue que les Après, photos sont faut incroyables. mourir en paix.
que j'aurais fait ça, je pourrais mourir en paix, quoi. Je crois que Sébastien, son truc, c'est les Elianphora in situ. Du coup, ça doit être ça la réponse pour lui, je pense. Mais, bon, bah parfait. Si vous avez plus de questions, je vois plein de questions arriver au fur et à mesure. C'est quand même génial d'avoir généré ce chat-là. Franchement, j'adore. Si vous avez plus de questions, on va s'arrêter là. Tu peux aller dormir, Arthur, nous dit Hanoï. C'est bon, ça a été une grosse Si j'ai pas soirée. de mission, ça va, alors. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle que bah, vous pouvez nous follow évidemment sur Facebook, Twitch et sur YouTube, notre chaîne YouTube qui s'appelle @cpcfr. Je crois que c'est le lien qui est en haut. Merci Hanoï pour ton premier sub de cette chaîne. Merci pour ta présence, tes questions. C'est toujours très intéressant de discuter avec toi. Nicrodil, c'était ta première intervention. Merci d'être venu. Et puis, bah, n'hésite pas à contacter Arthur, comme ça a été dit. On travaille sur les conférences suivantes qui auront lieu le premier mercredi de juin. Ce sera la conférence de Laurent, Laurent Hugo, la deuxième partie sur les Drosera, et on aura la grande conférence sur les Elianphora de Sébastien Joliot de la boutique exotique.fr. J'espère que vous avez apprécié cette conférence. On a changé un peu le programme, mais ça s'est bien passé, tout s'est bien calé. Sans trop de problèmes techniques pour une fois, c'était parfait. Merci Clacos, à toi d'être là et de nous follow. On a combien? 65, presque 70 followers maintenant, c'est quand même vraiment cool. Il y a toujours du monde, c'est bah parfait. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, si vous avez envie, participer à nos conférences en faisant une conférence, soit une petite conférence d'1 quart d'heure, soit une conférence un petit peu plus épaisse comme Arthur, de 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de conditions, sauf celle de bien travailler sa conf, de la répéter avec nous. Et est-ce que je serai prêt pour les réglages? Ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Sébastien. Normalement, tout sera OK. Ce soir, ça a duré 5 minutes, le réglage Facebook. La prochaine fois, ce sera encore plus rapide. Je pense qu'on n'est pas trop mal maintenant. Le process est bien rodé. Et puis, quand je serai dans la pièce dédiée, ce sera encore mieux. Normalement. Merci Arthur d'être venu. À mercredi le premier mercredi de juin, donc pour les prochaines conférences. Et peut-être d'ici là, restez attentifs, il y aura peut-être un chill con cardi. On ne sait pas, il sort de nulle part, on ne s'est jamais prévu. Il n'y a jamais de sujet à l'avance, on discutera. Mettez les notifications Twitch pour être au courant de quand on commence. Je vous rappelle une dernière fois notre site public qui est carnivore au pluriel.éducation, sur lequel il y a l'agenda, il y a le détail des conférences, il y a les formulaires de contact, les formulaires pour devenir orateur ou oratrice sur notre chaîne Twitch et sur Facebook, donc dans ce projet. Merci à tous, salut à toi Thilou, merci d'avoir été là. Sébastien, merci encore d'être là, tu es là tout le temps, c'est vraiment super agréable d'être suivi comme ça. C'est parfait, tu es actif et c'est tout ce qu'on demande d'un professionnel. Arthur, je te souhaite une bonne soirée, merci pour ton temps, merci pour ton travail. Et puis, mesdames et messieurs, à très bientôt, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, À bientôt, David. merci, Ciao. à bientôt, ouais, ciao.